Et bienvenue dans un nouvel épisode. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Bon, ça doit pas être vraiment vrai pour vous, puisque pour vous c'est une fois par semaine. Moi ça doit faire 9 ou 10 jours que j'ai pas filmé quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va parler de sucre. De sucre, de glycémie, de diabète de type 2, pas diabète de type 1. Sucre, glycémie, diabète et surtout, quoi faire pour éviter ce genre de problème. Parce que malheureusement, ça touche de plus en plus de monde. Et j'estime que ce dont je vais parler dans cet épisode, euh, tous ceux qui ont des soucis ou qui pensent qu'ils vont en avoir dans le futur, ce sont des choses qu'ils devraient tous savoir. Parce que c'est des choses de base et la plupart des choses sont faciles à mettre en place, ne coûtent rien et n'ont pas d'effets secondaires. Donc il n'y a vraiment pas grand risque à écouter et à appliquer. Alors, je vais très peu parler de tout ce qui est l'indice glycémique. Je vais le mentionner rapidement, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais on va commencer par parler de stress. Encore le stress. Je ne vais pas aller trop dans les détails puisque j'ai fait une présentation exclusivement dédiée au stress. C'est un sujet qui revient assez souvent, tout simplement parce que, pour rappel, le stress affecte littéralement toutes nos fonctions vitales. Et le stress, il est là pour assurer notre survie. Sauf qu'aujourd'hui, on est stressé pour rien. J'exagère un peu quand je dis ça, mais on est stressé, mais c'est pas de réel. Souvent, ce ne sont pas de réelles menaces. Notre vie n'est pas en danger. Et du coup, il y a un gros décalage entre la biologie du stress qui a été conçue tout au long de notre évolution. Donc, il ne faut pas penser au monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais il faut penser au monde dans lequel nos ancêtres vivaient. Donc, les hommes des cavernes, tout ça, tout ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est stressé, mais on est sédentaire, on est enfermé, on mange pas bien, etc., etc. Donc le stress, première partie. Sans aller trop dans les détails, une des choses qui se passe d'un point de vue de notre biochimie lorsqu'on est stressé est que le corps sécrète du cortisol. Okay. Cortisol, qu'on a surnommé, que beaucoup surnomment, l'hormone du stress. Très bien. Donc quand quelqu'un est stressé de manière chronique, on peut mesurer la présence de cortisol quasiment en permanence dans le sang de cette personne. À vrai dire, souvent on le mesure soit dans l'urine, soit dans la salive, mais peu importe. Il y a du cortisol en permanence dans le corps de cette personne. Un des nombreux rôles du cortisol est de nous préparer à répondre à la menace. Parce que le stress, il est là parce qu'il y a une menace, qu'elle soit réelle, qu'elle soit imaginée ou qu'elle soit virtuelle. Et une fois de plus, historiquement, ce type de menace nécessitait, demandait à ce que l'être humain qui est stressé parte en courant, donc la fuite, ou se batte, se défende, donc le combat. Donc un des rôles du cortisol est de mobiliser des ressources énergétiques pour que nos muscles soient plus forts, pour que nos réflexes soient plus rapides, etc. Pour qu'on puisse soit se battre, soit fuir. Pour ça, ce que va faire le cortisol, c'est qu'il va mobiliser nos réserves de sucre. Pour faire très simple, ce n'est pas exactement du sucre, mais c'est une forme de sucre qui est utilisable par nos muscles, par notre cerveau, etc. Cette forme de sucre, elle est stockée dans le foie et dans les muscles. Donc, quand il y a sécrétion de cortisol, il y a donc mobilisation de cette ressource en énergie qui est très utile pour fuir ou combattre. Et cette source d'énergie, c'est du sucre qui est stocké dans le foie. Donc le cortisol, il va mobiliser cette ressource et va la faire circuler dans le sang pour qu'elle puisse atteindre les muscles du corps. Et donc on se retrouve avec du sucre dans le sang, donc une glycémie plus élevée. Alors en temps normal, ce n'est pas un problème en soi.
Parce que si effectivement on part en courant ou on va se battre, nos muscles vont pomper tout ce sucre. Donc il ne va pas rester dans le sang longtemps. Il va être immédiatement consommé par les muscles. J'espère que c'est logique, j'espère que vous suivez. Le problème aujourd'hui est que, comme je le disais, il y a un décalage entre notre mode de vie moderne et un petit peu l'évolution d'un point de vue de notre espèce. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on peut être stressé et en même temps sédentaire. Donc on est stressé, sécrétion de cortisol. Cortisol qui va mobiliser le sucre stocké dans le foie notamment. Sucre qui va finir dans notre sang, ce qui augmente notre glycémie. Sauf que on est sédentaire. On ne part pas en courant et on ne se bat pas vraiment, dans la majorité des cas, je suppose. J'espère pour vous. Et donc, on se retrouve avec du sucre qui reste dans le sang, plutôt que d'être consommé par les muscles. Et ça, le cerveau, il va s'en rendre compte au bout d'un moment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, quand il est élevé dans le sang, c'est très mauvais. Ça vient acidifier le sang, du coup on respire plus vite pour alcaliniser le sang, pour réduire l'acidité. Donc ça va immédiatement influencer notre respiration, ça va influencer nos niveaux d'anxiété, ça va influencer plein de choses. Mais pour faire court, il ne faut pas qu'il y ait une glycémie élevée, donc beaucoup de sucre dans le sang pendant très longtemps. Donc si on ne bouge pas, si on ne dépense pas cette énergie qui est mobilisée, le cerveau va s'en rendre compte. Il va faire ouïe, 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 il faut faire baisser ça. Et donc il va en urgence demander au pancréas de sécréter de l'insuline. L'insuline, son rôle, c'est de, en quelque sorte, forcer, je mets des gros guillemets, c'est vraiment simplifié, mais le rôle de l'insuline dans ce contexte, c'est de forcer le sucre qui circule dans le sang dans les cellules, de le refourguer dans les cellules, pour ne pas qu'il reste dans le sang. Donc le pancréas, il va sécréter un petit peu en urgence de l'insuline pour dire c'est parti. Il faut se débarrasser de ce sucre, il faut l'envoyer dans les cellules pour qu'il soit au moins utilisé comme énergie cellulaire. Donc c'est assez facile de voir, de comprendre si vous lisez un petit peu entre les lignes que si je suis stressé en permanence, il va toujours y avoir ces montagnes russes entre mon insuline est haute, du coup ma glycémie descend. Et quand ma glycémie descend trop, c'est là que certaines personnes ont des problèmes d'hypoglycémie. Et donc là, elles mangent d'un seul coup. Et ça donne un coup de stress pour le corps. Du coup, ça fait remonter le cortisol. Ça refait circuler énormément de sucre dans le sang. Et on fait remonter l'insuline parce qu'il ne faut pas que le sucre dans le sang reste. Et comme on est sédentaire, une fois de plus, il n'a nulle part où aller le sucre sans insuline. Donc en fait, quand on est un petit peu dans ce cercle vicieux qui combine le stress chronique avec la sédentarité chronique, on en vient à créer des montagnes russes entre insuline haute et sucre bas, puis sucre haut, insuline basse. Et c'est une des choses qui mène à beaucoup de symptômes. C'est ça qui peut mener à des hypoglycémies, des hyperglycémies, tous les symptômes associés avec le diabète de type 2. Et c'est ça aussi qui peut mener à des pancréatites, des inflammations du pancréas. Parce que le pancréas, c'est un coup on dit arrête-toi, un coup on dit vas-y à fond, et en fait il va finir en burn-out, le pancréas, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on peut en arriver à avoir des problèmes aussi graves potentiellement que le diabète de type 2, malgré le fait qu'en apparence, il ne se passe rien. Et vous remarquez que dans ce que j'ai dit, je n'ai même pas parlé de sucre. J'ai juste parlé de stress et de sédentarité. Donc ça, c'est la base. Donc nécessairement, si on veut aller au fond d'un problème de glycémie tel que je viens de le décrire, la gestion du stress fait absolument partie de l'équation. Et
il faut absolument arrêter la sédentarité également. Je vais y venir plus tard avec les petits conseils pratiques, mais ça va jouer un rôle énorme dans la gestion de la glycémie. Donc ça, c'était la première partie. Deuxième partie, je vais quand même un petit peu parler de ce qu'il faut mettre dans son assiette. Pas de ce qu'il faut mettre, mais de ce qui est idéal pour encourager une glycémie qui est plus stable, si vous voulez. Et pour ça, je vais commencer par dire qu'est-ce qui rend, d'un point de vue alimentaire, qu'est-ce qui crée une glycémie instable. Ce qui crée une glycémie instable, c'est de manger du sucre par lui-même, que ce soit du chocolat, pas du chocolat très noir, mais du chocolat, des bonbons, juste du pain, voilà. Toutes ces choses-là, des sucres raffinés, simples, mangés seuls, ça fait vraiment augmenter la glycémie très vite. Il y a des contextes dans lesquels ce n'est pas du tout un souci. Si par exemple, je viens de faire une grosse séance de sport, mes muscles, ils ont très faim, donc je peux manger du miel à la grosse cuillère, dans une certaine mesure, mais je peux manger du miel à la grosse cuillère, ça va augmenter ma glycémie, mais ça va directement être absorbé par mes muscles. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qui va empirer les choses. Idéalement, on veut faire en sorte d'avoir une assiette qui va être équilibrée. C'est un terme qui est utilisé à tort et à travers, mais équilibré, ça veut juste dire qu'il n'y a pas que du sucre dans ce contexte-là. Équilibré, ça veut dire qu'il y a un mélange de protéines, de matières grasses, de glucides, donc qui contiennent du sucre, et de fibres. Parce que quand il y a ce mélange de nutriments, donc les lipides ou matières grasses, les protéines, les fibres et les glucides, ça va faire en sorte que la glycémie ne monte pas d'un seul coup avant de redescendre d'un seul coup. Ça va créer une augmentation douce et progressive de la glycémie et une descente basse. Ce qui fait qu'on ne va pas avoir faim 1 heure ou 2 heures après manger, ce qui fait qu'on ne va pas avoir de pic de glycémie dans le sang qui va stresser le corps, qui va stresser le pancréas, et ce qui fait juste tout simplement aussi qu'on va donner au corps ce dont il a besoin. Parce que si je ne mange que des glucides, que des sucres par eux-mêmes, je vais avoir plein de carences. Et donc ça va apporter son propre lot de problèmes en dehors de tout ce qui est diabète ou problèmes métaboliques. Donc pour faire simple, on veut une assiette équilibrée. Si on est dans un cas qui est très critique, on veut commencer notre repas par les protéines, les matières grasses et les fibres. Donc en pratique, ça pourrait être un steak haché avec des courgettes et un filet d'huile d'olive. On commence par manger ça, et ensuite, si on a un petit peu d'appétit, on peut manger un petit peu de patates, un petit peu de riz, un petit peu, je ne sais pas, de quinoa. Et le fait de manger les protéines, les matières grasses et les fibres avant va vraiment aider à, d'une part, déclencher la satiété, parce que le corps, il va reconnaître qu'il a eu ce dont il a besoin, donc il a juste moins faim. Et donc on est moins susceptible de trop manger de glucides derrière. Et comme on a un petit peu cette base de nutriments, les sucres qui arrivent derrière ne vont pas faire monter la glycémie autant. Donc ça, c'est comment gérer son assiette d'un point de vue concret. Pourquoi je ne parle pas trop d'indice glycémique? Tout simplement parce que l'indice glycémique n'est pertinent que si on mange un aliment par lui-même. Par exemple, les dattes, le fruit séché. Les dattes, c'est un indice glycémique qui est élevé. Mais si je mange mes légumes, mes protéines et ma matière grasse avant et que je mange 2-3 dattes après, ça ne va pas du tout avoir le même indice glycémique. Et surtout, l'idée de l'indice glycémique, ça a été un petit peu manipulé pour vendre des produits qui ne sont pas terribles, donc je ne suis pas très fan. Il faut faire preuve de bon sens et juste avoir une assiette équilibrée pour éviter tous ces problèmes-là. Donc ça, c'était deuxième partie. Première partie, donc stress,
cortisol, glycémie. Deuxième partie, comment modifier son assiette pour encourager une glycémie stable. Troisième partie, je vais parler du rôle de la lumière sur la glycémie. Sans aller trop dans les détails, la lumière bleue a pour conséquence la sécrétion de cortisol, elle aussi, comme le stress. Comme le stress, la lumière bleue engendre une sécrétion de cortisol. C'est naturel, sans aller trop dans les détails. La couleur bleue, historiquement, ne pensez pas à la vie d'aujourd'hui, pensez historiquement, la couleur bleue, à l'époque, était uniquement présente dans la lumière du soleil. Donc, quand il faisait nuit, il n'y avait pas de bleu. Au lever du soleil, c'était dans les tons rouge-orangé, il y avait très très peu de bleu. À mesure que le soleil se lève et va jusqu'au zénith, il y a de plus en plus de bleu. Au zénith, c'est le moment de la journée où il y a le plus de bleu. Et du zénith jusqu'au coucher de soleil, ça redescend progressivement. Donc notre biologie, Mère Nature a appris que associer la production de cortisol à la quantité de lumière bleue à laquelle on est exposé, c'était une très bonne façon de réguler nos hormones. Parce que le cortisol, ce n'est pas juste l'hormone du stress, comme on a tendance à le surnommer. Le cortisol, c'est avant tout l'hormone de l'éveil. Donc pas du sommeil, mais de l'éveil. C'est-à-dire que le cortisol est censé naturellement augmenter le matin et à mesure que la journée progresse, pour qu'on soit éveillé. Et comme je disais avant, ça va mobiliser des ressources énergétiques pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse résoudre des problèmes, pour qu'on puisse partir à la chasse, pour qu'on puisse cueillir, etc., etc. Tout ça pour dire, la présence de lumière bleue, la quantité de lumière bleue est intimement liée à la sécrétion de cortisol par le corps. Encore une fois, il y a un gros décalage entre le monde dans lequel l'espèce humaine a évolué et le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est bombardé de lumière bleue, que ce soit les ampoules, les écrans, ou même la lumière du soleil à travers une vitre. Là, par exemple, je n'ai pas de lumière artificielle. La seule lumière, c'est le soleil qui passe par la vitre. Mais une vitre, ça filtre une partie du rouge, ça filtre l'infrarouge, ça filtre l'ultraviolet. Ce qui fait que c'est une lumière un peu artificielle qui est trop de bleu relativement aux autres couleurs. Donc si vous suivez bien, la présence de lumière bleue, l'excès de lumière bleue auquel on est exposé aujourd'hui, mène à une sécrétion excessive de cortisol. Et comme je l'ai expliqué dans la première partie de cette vidéo, de cet épisode, l'excès de cortisol mène à l'excès de la mobilisation des ressources énergétiques, notamment du sucre dans le sang, ce qui mène à une glycémie élevée. Et on démarre ensuite les montagnes russes entre glycémie élevée, insuline élevée, etc., etc. En d'autres termes, pour résumer en une phrase, la lumière bleue, à elle toute seule, suffit à engendrer du diabète. Avec le temps, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre que si on veut vraiment améliorer notre santé métabolique, réguler notre glycémie, il va falloir réduire la lumière bleue en provenance de nos ampoules, en provenance de nos écrans. J'ai dû en parler dans une autre vidéo. Donc on installe des applications pour filtrer, on change potentiellement les ampoules, on achète des... et j'ai des recommandations si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, mais on achète des lunettes spéciales pour bloquer au moins une partie de la lumière bleue. Celles vendues par les opticiens qui ont un traitement anti-lumière bleue, mais qui sont transparentes, ça ne marche pas. Tout simplement parce que si vous pouvez voir la couleur bleue à travers le verre, c'est que le bleu n'est pas filtré. Même si votre opticien vous dit que ça a un traitement anti-lumière bleue. Et ces choses-là sont absolument cruciales pour réguler notre glycémie. Crucial. Un autre aspect que je vais mentionner assez rapidement concernant le soleil et la glycémie, c'est que les ultraviolets,
la lumière ultraviolette qui est présente dans le soleil à certaines heures de la journée et qui est plus présente en été qu'en hiver, la lumière ultraviolette nous permet d'assimiler beaucoup plus de sucre que quand il n'y en a pas. C'est notamment pour ça que la plupart des produits sucrés, l'abondance de fruits, est en été, quand le soleil contient plus d'ultraviolet. Donc si je mange de saison, si je mange local, je vais avoir l'environnement lumineux permettant à mon corps d'assimiler la quantité de sucre présente dans l'environnement. C'est pour ça que je ne suis pas nécessairement fan de manger une banane quand j'habite dans le nord et que je ne vais jamais au soleil, par exemple. Parce que d'un point de vue local et de saison, c'est pas du tout ça. C'est pas grave si on le fait de temps en temps, mais c'est si on le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas local du tout, c'est pas de saison et ça n'a pas de logique d'un point de vue mère nature, le cycle des saisons. Ça, c'était la troisième partie. Donc première partie, gestion du stress. Deuxième partie, gestion de l'assiette. Troisième partie, gestion de notre environnement lumineux. Donc la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est réduire la lumière artificielle quand on est à l'intérieur et aller le plus possible dehors. Quand il y a des ultraviolets présents dehors, et il y a des applications qui nous permettent de savoir quand sont les ultraviolets dehors, je peux vous la donner dans les commentaires si vous voulez. Quand il y a des ultraviolets présents dehors, j'essaye de m'exposer autant que possible sans lunettes. Ça a son importance, si possible, sans lunettes, si ça ne vous met pas en danger, bien sûr, ou sans lentille de contact. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les hormones, mais ça a un rôle énorme sur notre métabolisme, sur nos hormones, sur notre humeur, etc. Donc, quand il y a des ultraviolets, même quand il n'y en a pas, allez dehors le plus possible, idéalement sans lunettes, et exposer le plus de peau possible. Sans vous mettre à mal, mais plus j'expose ma peau au soleil, plus je l'ai bien fait, et plus je vais pouvoir réguler ma glycémie facilement. La dernière partie, c'est bien évidemment le sport. Plus j'ai de masse musculaire, moins je suis susceptible d'avoir de problèmes de glycémie. Tout simplement parce que les muscles, ils ont faim. C'est comme des enfants qui ont toujours faim. Les muscles, ils ont faim. Plus j'ai de muscles, plus j'ai de bouche à nourrir, si vous voulez. Et donc, moins j'ai de risques que la glycémie, la potentielle glycémie présente dans mon sang reste longtemps. Donc, le renforcement musculaire, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est une des choses qui a le mieux pour l'équilibre hormonal. C'est la seule façon de restaurer une bonne posture avec les étirements. Ensemble, hein. C'est pas l'un ou l'autre, c'est idéalement ensemble. Et dans ce contexte-là, le renforcement musculaire, c'est la meilleure façon de maintenir un métabolisme en bonne santé et d'éviter les problèmes de glycémie. Ça, c'est de manière générale. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de préférence particulière, je préfère largement que vous fassiez 2 à 3 séances par semaine de renforcement musculaire plutôt que du cardio, plutôt que de la course à pied. Largement, si vous n'avez pas de préférence. Si votre passion, c'est d'aller courir, faites-le. Et ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire que courir. Vous pouvez courir et faire du renforcement musculaire une fois par semaine, par exemple. Et une autre chose qui est vraiment intéressante, même si on ne fait pas de renforcement musculaire, même si on n'a pas d'habitude sportive régulière, juste le fait d'aller marcher, même pour 5 minutes, après un repas, va permettre de réguler la glycémie. Donc c'est une des habitudes que j'encourage la majorité de mes patients à prendre, c'est après chaque repas, dehors, on va marcher, même si c'est que pour 5 minutes. Pourquoi? Parce que ça permet de cumuler plein de bienfaits. Ça permet donc de réguler la glycémie. Ça permet d'avoir un petit peu de lumière naturelle, si on le fait dehors, idéalement. Ça permet
de bouger, d'avoir tous les bienfaits du mouvement, la circulation des fluides, circulation du sang, circulation de la lymphe. Ça permet d'améliorer la digestion, ça permet d'améliorer l'humeur, ça permet d'équilibrer les hormones, etc. Donc, en termes de prescription, c'est vraiment ça. Gestion du stress qui peut prendre du temps, ça peut nécessiter un accompagnement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous invite à visiter ma vidéo sur le sujet si vous voulez avoir quelques pistes pour commencer par vous-même. Équilibrer son assiette, ça peut être aussi simple que vous mangez la même chose, mais vous commencez par les protéines, les matières grasses et les fibres. Et vous finissez par, éventuellement, si vous avez faim, les glucides. Du moins dans un premier temps, jusqu'à ce que votre métabolisme soit sain et que votre glycémie soit stable. Numéro 3, c'est l'hygiène lumineuse. Donc potentiellement changer les ampoules, potentiellement acheter des lunettes qui bloquent la lumière bleue, potentiellement, et ça c'est le plus simple pour commencer, bloquer la lumière bleue, au moins partiellement, en provenance des écrans, en installant des applications qui sont gratuites. Sur l'ordi, celle que je recommande, elle n'est pas gratuite, c'est doit être 15 € à vie, mais elle est vraiment puissante, elle est vraiment top. Je ne peux plus m'en passer. Et dernièrement, c'est sportivement, au moins, faire 5 minutes de marche après chaque repas. Au moins ça. C'est vraiment très peu, c'est très peu d'efforts pour énormément de bienfaits. Et ensuite, si vous avez le courage, si vous savez ce que vous faites, je vous recommande vivement de démarrer le renforcement musculaire. Si vous n'en avez jamais fait, une fois par semaine suffit largement. Et 2 fois par semaine, c'est tip-top pour la majorité des gens. En général, je ne recommande pas plus de 3 fois par semaine, à moins que vous ayez des objectifs particuliers, que vous soyez en pleine forme, etc. Voilà. Ça vous donne quelques pistes pour la régulation de la glycémie. Il y a 2-3 petites choses qui peuvent aider aussi, mais c'est plus des astuces et ça ne va pas au cœur du problème. Mais par exemple, la cannelle permet de réguler la glycémie. Donc si vous mettez un peu de cannelle avec votre dessert ou avec votre repas, ça va aider à réguler la glycémie naturellement. Mais ça reste un pansement. Ce n'est pas une solution. Ça ne va pas au cœur du problème. Ce qui va au cœur du problème, ce sont les choses dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et comme vous avez pu le voir, la plupart de ces choses-là sont extrêmement simples. Une partie est complètement gratuite et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Votre métabolisme n'a aucune envie de tourner comme ça. Il n'a aucune envie de faire les montagnes russes entre insuline élevée et glycémie élevée. En fait, il fait juste de son mieux pour survivre. Donc, il suffit juste de mettre les bonnes choses en place. Et le problème, c'est que ces petites choses, très souvent, ont été négligées pendant très 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 longtemps. Le problème, c'est pas de ne pas bouger pendant une journée, le problème, c'est de ne pas bouger pendant 30 ans. Okay. Donc, j'espère que ça vous a éclairé. J'espère que ça vous a donné quelques pistes. Si vous avez des questions ou si vous voulez les liens spécifiques vers les choses dont j'ai parlé dans cette vidéo, dans cet épisode, mettez-le en commentaire comme d'habitude. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.